Bonsoir à toutes et tous. Donc, comme vous l'avez bien dit, j'ai réalisé à l'Institut d'études politiques en 4e année un mémoire sur la mémoire de la guerre de 1870 en Bourgogne et plus précisément dans la région de Nuits-Saint-Georges, qui est le travail qui est ici en fait et qui devrait paraître cette année ou l'année prochaine aux éditions universitaires de Dijon. Mon propos se limitait à la mémoire de la guerre de 1870 dans la région de Nuits-Saint-Georges, mais, et je remercie M. Gérard Bruyère ici présent de m'avoir invité, parce qu'en fait, la mémoire en Bourgogne de la guerre de 1870 a un rapport extrêmement important avec la région lyonnaise et les Lyonnais. Et donc, il nous a semblé intéressant de proposer une conférence sur ce thème-là, qui allie à la fois mon sujet de recherche et puis la région lyonnaise. Alors, tout d'abord, mes remerciements à Mme Lavigne et à M. Forjarosson de m'accueillir ici, et puis évidemment à Gérard Bruyère pour son invitation. Donc, j'ai intitulé mon propos « La mémoire de la guerre de 1870-71 en Bourgogne et dans le Rhône ». Évidemment, vous l'aurez compris, je suis plus spécialiste de la mémoire en Bourgogne que dans le Lyonnais, mais enfin, j'ai aussi traité du Lyonnais dans mon propos ici. Alors, évidemment, mon propos se limite à l'histoire de la mémoire de la guerre de 1870, mais il faut que je vous dise un mot des événements, parce qu'autrement, c'est difficile de comprendre de quoi on parle. Alors, c'est des choses que vous connaissez certainement, mais je le rappelle quand même. Napoléon III déclare la guerre à Guillaume Ier en juillet 1870. La bataille de Sedan amène la capitulation de Napoléon III le 2 septembre 1870, et le 4 septembre est proclamée la République. Un gouvernement de défense nationale se met en place et va vouloir poursuivre la lutte contre l'ennemi. Alors, je vais employer tout au long de la conférence le terme allemand, qui est un terme générique, l'Allemagne n'existant pas à cette période-là. Et contrairement à ce qu'on peut lire assez souvent, ce ne sont pas des Prussiens qui se trouvent en Bourgogne, mais des Badois. Seul le haut commandement est prussien. Voilà. Mais pour la clarté du propos, je parlerai assez souvent des troupes allemandes. Un gouvernement de défense nationale se met donc en place pour poursuivre la lutte armée, et la ville de Lyon va mobiliser des hommes, mobiliser les hommes qu'elle peut mobiliser, et puis elle va faire appel à des volontaires, à des légions, qui seront appelées, on les appellera après les légionnaires du Rhône, en octobre 1870. L'armistice est signé le 21 janvier 1871. Un traité de paix intervient en février 1871, un traité de paix préliminaire. Et le véritable traité de paix, c'est le traité de Francfort, le 10 mai 1871, qui impose la cession à l'Allemagne de l'Alsace et d'une partie de la Moselle, et surtout le paiement d'une indemnité très lourde. Tant que l'indemnité n'est pas payée, la France reste occupée pour une partie d'entre elles. Et donc, les troupes ennemies stationnent en France jusqu'en 1873, date du paiement intégral de l'indemnité de guerre. Les événements qui m'intéressent, en fait, se déroulent après la défaite de Sedan, en novembre et en décembre. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je m'excuse, la photo est absolument médiocre. Mais bon, on voit à peu près de quoi il s'agit. Les événements qui m'intéressent ont donc lieu après la défaite de Sedan, en novembre et décembre 1870. En novembre 1870, pour vous donner un ordre d'idée, on estime que 800 000 soldats allemands occupent le territoire français. D'importants combats ont lieu à Dijon, en particulier le 30 octobre 1870, et dans la région dijonnaise, en Bourgogne, le climat est extrêmement tendu à la fin du mois d'octobre, en novembre et en décembre 1870. Le 18 novembre, les combattants lyonnais, ces fameux légionnaires dont je parlais tout à l'heure, partent en direction de Chalon-sur-Saône pour aider à la défense en Bourgogne. Le 20 novembre, un premier affrontement a lieu dans la région qui m'intéresse, du côté de Nuits-Saint-Georges, entre les Badois et puis les francs-tireurs français, mais finalement les francs-tireurs vont être repoussés. Le 30 novembre, donc à la fin du mois de novembre, la situation se complique véritablement pour les Français du côté de Nuits-Saint-Georges. Un combat s'engage quand les troupes françaises essayent d'avancer vers Nuits-Saint-Georges, qui est alors à ce moment-là occupé par 2000 combattants badois. Et les Lyonnais, qui, je vous l'ai dit juste à l'instant, étaient du côté de Chalon-sur-Saône, vont recevoir l'ordre de monter encore plus au nord, sur Beaune, sur Nuits-Saint-Georges, pour venir soutenir les troupes françaises.
C'est le premier combat, le 30 novembre, auquel les légionnaires rhodaniens vont prendre part. Et finalement, l'ennemi d'Outre-Rhin est obligé de se replier, et cela va donner le temps au général Kremer, qui dirige alors les troupes françaises dans la région qui m'intéresse, de préparer le futur. Le 3 décembre, une nouvelle bataille a lieu, un peu plus à l'ouest, dans une ville qui s'appelle Châteauneuf. Mais c'est surtout le 18 décembre 1870 qui va rester comme le moment le plus marquant de la présence lyonnaise en Bourgogne au moment de la guerre de 1870. C'est ce tableau qu'il représente probablement de manière iconique, qui est d'un peintre lyonnais, Théodore Levigne, qui est intitulé « La bataille de Nuit », et qui se trouve aujourd'hui dans le musée de la ville de Nuit-Saint-Georges. Alors, ce qu'on y voit, c'est en fait la petite ville de Nuit-Saint-Georges, les combattants badois à gauche, avec le casque à pointe qu'on reconnaît assez aisément, et puis les combattants français, avec en particulier, ici, sur son cheval, la figure emblématique des légions lyonnaises, le colonel Seller, qui dirigeait la première légion du Rhône, et qui va être tué pendant la bataille de Nuit. Et la bataille se déroule en son point le plus fort, au niveau de la tranchée de chemin de fer qui passe du côté de Nuit-Saint-Georges. Alors, le 18 décembre, en fait, une bataille s'engage parce que le général Kremer, qui, je vous l'ai dit, dirigeait les troupes françaises, était du côté de Beaune, donc au sud. Les Badois étaient remontés au nord, du côté de Dijon. Et en fait, ils vont avoir en même temps la même idée. C'est les Allemands vont essayer de descendre pour voir s'ils peuvent gagner Nuit-Saint-Georges, Beaune, éventuellement Châlons et puis Lyon. Et puis les troupes françaises vont essayer de monter au nord pour rencontrer les Badois et se battre avec eux. Et c'est à Nuit-Saint-Georges qu'ils vont se rencontrer. La bataille va être extrêmement importante. On estime qu'il y a à peu près 10 000 Français, dont 5 000 Lyonnais, qui combattent sous les ordres de Kremer. Et du côté allemand, badois, on estime qu'il y a environ 13 000 hommes. Donc vous voyez à peu près 23 000 hommes qui se battent dans une commune qui est toute petite, au milieu des vignes, ce qui laisse une trace évidemment indélébile dans le souvenir et dans la mémoire jusqu'à nos jours. Alors, au-delà de la supériorité numérique qui est finalement assez peu importante des Badois, je vous ai dit 13 000 hommes contre 10 000 pour les Français, ce qui va surtout compter ce jour-là, c'est que les Français sont mal entraînés, mal équipés, et puis assez mal encadrés, ou en tout cas assez mal disciplinés, assez peu disciplinés. On estime... Alors, voilà la situation. Vous avez la ville de Nuit-Saint-Georges au milieu, au centre. Autour, les troupes françaises, en rouge. Et en noir, entourées de noir, les troupes badoises, qui en fait vont arriver en 3 colonnes principales pour essayer d'encadrer les troupes françaises et évidemment les écraser. Les pertes humaines sont importantes. On estime entre 1400 et 1500 Français tués, Français tués, disparus, hors de combat, et autour de 800-900 Allemands hors de combat, tués, blessés. Mais pourtant, le résultat de la bataille est ambigu. Je m'explique plus en détail. En fait, les Badois semblent sortir victorieux de la bataille de Nuit, de ce qu'on appellera après la bataille de Nuit, parce qu'ils occupent la ville de Nuit-Saint-Georges le 18 au soir, le soir de la bataille, et les Français sont obligés de se replier au sud sur Beaune. Mais le 19 au matin, les Badois sont obligés de partir de Nuit-Saint-Georges parce qu'ils ont peur d'être attaqués à nouveau, et donc ils refluent sur Dijon. Alors, le commandant Lemann de Chermont va donner une conférence au moment du centenaire de la guerre en 1970, et il va dire, je cite, « Si Kremer, donc qui dirigeait les troupes françaises, s'est imposé, c'est au plan moral. » Et en fait, c'est là où il a vu juste, c'est que cette bataille va servir de point de départ pour montrer le courage français, et c'est une bataille qui va être abondamment utilisée, réutilisée, reformulée, réécrite, pour pouvoir montrer la supériorité française sur l'ennemi allemand, et qui va surtout permettre d'occulter la défaite nationale que sera la guerre de 1870-1871. D'ailleurs, on n'hésite pas même à citer l'état-major allemand, l'état-major prussien,
pour souligner le courage des Français. Je vous donne un seul petit exemple. Quand on inaugure le monument des enfants du Rhône, qui était sur la toute première diapositive de titre à Lyon, en 1887, on écrit, en citant l'état-major prussien, qui à cette période disait « On doit rendre justice aux Français. Durant cette journée de nuit, ils se battirent bien et tinrent ferme avec une grande confiance, de telle sorte que sur beaucoup de points, on en vint à une lutte corps à corps des plus vives. » Et la personne qui écrit ça poursuit « Cet éloge, écrit par un ennemi aussi peu chevaleresque que l'Allemagne, met hors de doute la valeureuse conduite de nos concitoyens mobilisés. » Donc vous voyez bien que cette bataille de nuit, finalement, elle va servir à montrer la supériorité française sur les Badois et puis une victoire dans la défaite nationale. Alors, ce que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est la manière dont la mémoire va se structurer, dont la commémoration va se mettre en place, à la fois en Bourgogne, sur le lieu des événements, et puis ici dans le Rhône, le lieu d'origine des combattants. Alors, j'ai intitulé la première partie « La mémoire de 1870 dans la région de Nuit-Saint-Georges, honorée des défenseurs venus d'ailleurs », parce que c'est vraiment cela dont il va s'agir. Alors, vous avez ici une carte qui vous montre la Côte d'Or, au centre Dijon, et tous les points bleus sont des sites, des monuments, des éléments relatifs à la guerre de 1870 que j'ai recensés. Le recensement est encore partiel, il y en a pour le moment à peu près 70. Ce qui est extrêmement important quand on entend dire régulièrement qu'il n'y a pas de monument de la guerre de 70, c'est évidemment faux. Ils ne sont pas toujours très faciles à trouver, mais il y en a énormément, y compris dans des églises ou dans des cimetières. Et puis, évidemment, vous voyez une concentration de monuments sur la région de Nuit-Saint-Georges ici, puisque c'est la région sur laquelle j'ai travaillé. Je ne parle que de petites communes qui comptent quelques centaines d'habitants à peine à cette époque-là. Parfois, dans une commune de 100, 200 habitants, vous avez 2, 3 monuments, ce qui est vraiment assez remarquable. Voilà la région sur laquelle j'ai travaillé plus en détail, donc autour de Nuit-Saint-Georges. Donc vous voyez qu'il y a juste quelques communes, mais à Boncourt-le-Bois, qui compte vraiment quelques centaines d'âmes, vous voyez qu'on a 2, 4, au moins 6 lieux de mémoire, ce qui est quand même extrêmement important. Alors je vous ai mis en image quelques monuments sur lesquels j'ai travaillé. Je reparlerai en particulier de celui qui est en haut à gauche. Vous voyez qu'il n'y a pas un type de monument de la guerre de 70. Ils sont tous différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont uniques, en particulier pour ceux qui comportent des statues. Ces statues sont en fait des statues tirées en série qu'on retrouve dans d'autres départements français, mais vous voyez qu'ils sont tous uniques, enfin non pas uniques, différents, et qu'ils revêtent un sens à l'endroit où ils sont implantés. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est le premier anniversaire de la bataille de Nuit, donc en 1871, à Nuit-Saint-Georges. Ce premier anniversaire, il est organisé le 18 décembre 1871, un an jour pour jour après la bataille, et on estime, la presse de l'époque estime, qu'on a environ 10 000 personnes qui vont assister à cette commémoration, ce qui est quand même assez important. La ville de Nuit est en ébullition pour fêter ce triste anniversaire. La population est invitée à se joindre au cortège. Et puis on invite les vétérans de la guerre de 1870 de Lyon et puis les familles des disparus à venir à Nuit-Saint-Georges fêter ce triste anniversaire. Alors, cette première cérémonie de 1871, elle inaugure quelque chose dont je vais reparler. C'est une forme d'amitié entre les Lyonnais et les Bourguignons finalement. Et pourtant, même si elle inaugure une forme d'amitié, c'est un fiasco complet, elle est complètement ratée, et vous allez comprendre assez vite pourquoi. En fait, un conflit va très vite éclater entre les commissions du Rhône, les représentants des légions et des anciens légionnaires du Rhône, et la municipalité de Nuit-Saint-Georges. Dans le programme de la cérémonie que vous avez au tableau ici, qu'on a retrouvé dans les archives départementales de la Côte d'Or, il est écrit, je cite, qu'à midi moins le quart, un service funèbre sera célébré à l'église Notre-Dame. Ensuite, on se rendra au cimetière, puis sur le champ de bataille, où sera posée la première pierre du monument destiné à perpétuer la mémoire des enfants de Lyon, Bordeaux et de leurs frères d'armes, tués pendant la journée du 18 décembre 1870. Donc, en lisant ce programme, on comprend assez vite que la partie religieuse est assez limitée. Elle se borne à un service à l'église en fin de matinée. Cependant,
assez rapidement, les familles des disparus, les familles des victimes, donc les familles lyonnaises, vont demander à ce que le curé de nuit vienne donner l'absoute sur la tombe des morts de 70, en estimant que ces pauvres morts n'avaient pas eu d'enterrement religieux au Monteil. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on n'avait pas eu le temps de leur organiser un enterrement correctement, donc on les avait enterrés un peu comme on avait pu. Et donc, ils estiment que c'est le moins qu'on puisse faire pour leur rendre hommage. Et donc, ils demandent à ce que le curé soit présent au cimetière au moment où on va se rendre sur la tombe des morts de 70. Et c'est vraiment là que le conflit éclate, parce que la municipalité de Nuits-Saint-Georges est républicaine, elle a des positions très anticléricales, et elle va refuser que le curé vienne au cimetière. Voilà ce qu'on peut lire dans la presse de l'époque, dans le Bien public et le journal local. La cérémonie commémorative de nuit, qui devait et qui n'aurait dû avoir qu'un caractère patriotique, s'est compliquée d'incidents aussi ridicules que déplacés. Et le journaliste poursuit que on aurait dû s'empêcher de mêler des questions politiques ou religieuses à cette cérémonie. Pas du tout. L'occasion est trop belle pour ne pas discuter, ergoter, manifester. Il y aura une messe, dit l'un, il n'y en aura pas, reprend l'autre, mais si, mais non, puis les gros mots, et tout cela en présence de ces malheureux morts qui dorment silencieux sous terre et qu'on vient réveiller au bruit de ces disputes. Alors vous voyez bien que la situation est extrêmement tendue. Elle est à ce point tendue que les légionnaires du Rhône, pensant bien faire, avaient amené une plaque commémorative des événements pour placer sur la mairie de Nuits-Saint-Georges. Le maire va la refuser en leur disant « vous ramenez ça chez vous ». Et donc évidemment la situation est extrêmement tendue sur ce conflit religieux. Du côté lyonnais, on critique le républicanisme très anticlérical de la municipalité nuitonne. On dit qu'il est, je cite, digne de l'obédience de la rue Groslay, c'est-à-dire qu'on les assimile aux francs-maçons en voyant là un ennemi héréditaire. Et puis, finalement, à force de tergiversation, le maire de Nuits est obligé de céder, et c'est l'aumônier des Légions du Rhône qui va venir donner une absoute sur la tombe de ces pauvres morts de 1870, comme on dit, à cette époque-là. Donc, on voit qu'en 1905, une trentaine d'années plutôt, avant la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, l'hommage religieux fait déjà un débat important. Mais en plus de ce problème sur le caractère religieux de la cérémonie, on a un problème politique. Voilà ce qu'on lit dans le Salut public à Lyon. Comment, pour l'anniversaire d'un glorieux et sanglant combat, anniversaire où les sentiments du plus pur patriotisme devaient, sans partage, être à l'ordre du jour, un conflit politico-religieux peut-il être intervenu dans le programme ? C'est une fatalité, paraît-il, à laquelle nous ne pouvons échapper. 10 Français ne peuvent se trouver réunis, à quelque intention que ce soit, que la dispute de cocarde ne commence. Toi, monarchiste, vous, communard, toi, jésuite, vous, matérialiste, quelle intolérance stupide, quel cynisme réactionnaire, vive la République, vive la France. Donc vous voyez qu'en fait, on s'entend sur rien, ni sur la religion, ni sur le caractère politique. Enfin, les dissensions sont trop importantes pour arriver à aboutir à un consensus ce jour-là. Il faut quand même préciser qu'on est tout juste un an après la bataille de Nuits. Le pays est toujours occupé. La guerre est finie pas depuis un an, depuis quelques mois seulement. Et évidemment, pour les familles des victimes, c'est encore un souvenir très douloureux. C'est encore très présent à l'esprit, ce qui envenime encore plus la situation. Et en plus, vous avez vu tout à l'heure dans le programme que cette cérémonie devait être poursuivie par la pose de la première pierre du monument commémoratif de Nuits, sauf qu'il y a, en plus de ces questions religieuses et politiques, une défiance des Nuitons envers les Lyonnais, des Lyonnais envers les Nuitons, sur la gestion financière de la cagnotte pour construire le monument. Alors vous imaginez bien que quand on met tout ça ensemble, ça fait un cocktail explosif en fait, et on n'arrive pas à une véritable cérémonie commémorative. Ce monument, qui est donc celui qui aurait dû être dont la première pierre aurait dû être posée lors de cette première cérémonie commémorative, sera finalement terminé probablement en 1873 ou en 1874, et il ne sera inauguré qu'en 1885, parce qu'en fait,
à chaque fois qu'on a voulu essayer de l'inaugurer, le préfet va interdire l'inauguration de peur qu'on reprenne le conflit qui était né en 1871. Alors, ce monument, il est quand même intéressant parce que c'est le grand monument de la région de Nuits-Saint-Georges. C'est le plus important, construit sur les lieux mêmes de la bataille de Nuits. Alors évidemment, maintenant entouré d'habitations, mais à l'époque, il ne l'était pas. Et il est construit décidé après un concours. Et c'est un Lyonnais qui va remporter le concours du monument de Nuits, qui s'appelle André Bellemain, qui est un architecte lyonnais, qui a participé à la bataille de Nuits. Et le sculpteur de ce monument est aussi un sculpteur lyonnais sur lequel on sait moins de choses, qui s'appellerait, le prénom, je n'en suis pas sûr, ce serait a priori Émile Close. Alors, c'est un monument commémoratif, ce n'est pas un monument aux morts, on n'a pas les noms des disparus sur ce monument, on a juste les noms des régiments engagés dans la bataille de Nuits. Vous avez ce lion qui tient sous sa patte ici, le pieu qu'il a blessé, qui peut être lu, et j'en reparlerai tout à l'heure, de deux manières. La France blessée par la défaite, mais qui, vous le voyez, le lion n'est pas mort, donc il attend quelque chose, et il attend de se remettre pour se remettre au combat. Et puis, vous avez au-dessus un trophée militaire avec le hibou qui, selon le sculpteur, serait l'oiseau de nuit, donc qui représenterait Nuit, et le lion représenterait évidemment les légionnaires du Rhône de la ville de Lyon. Donc, vous avez compris que 1871, on est sur un premier conflit, une première cérémonie commémorative extrêmement tendue. Alors, on progresse un peu dans le temps, et on arrive à 1877, qui est l'inauguration d'un second monument à Nuits-Saint-Georges, dans le cimetière de Nuits-Saint-Georges, qui est ce monument-ci, qui est en fait cette fois-ci un monument funéraire. Vous avez à gauche la coupe du caveau qui est sous le monument que vous voyez à droite. En fait, les légionnaires du Rhône et puis tous les tués de 1870 ont été enterrés un peu à la hâte, alors des fois au pied de la vigne, des fois quand même dans le cimetière, on a quand même pu les enterrer dans le cimetière, mais on les a mis un peu où bon nous semblait à ce moment-là. Et en 1873 est adoptée une loi par l'État pour regrouper les sépultures et puis donner des sépultures dignes aux morts de 1870. Donc on va grouper tous les corps des morts de 70 en région Nuittonne dans un caveau construit aux frais de l'État, qui est le plan de gauche. Alors le problème, c'est qu'on va faire naître avec ce monument un deuxième conflit. On aurait presque pu le prévoir, mais c'est un peu embêtant pour la commémoration à Nuits-Saint-Georges. Alors, il y a une historienne qui a beaucoup travaillé sur les monuments de 14-18, mais qui a aussi parlé des monuments de la guerre de 70, qui s'appelle Annette Becker, et qui écrit que, je cite, « Réunis dans les convives, ils, les soldats, reposent collectivement, et la tombe, entourée de sa grille, dit l'héroïsme des disparus et le respect des survivants. » Ça, elle dit ça à propos des monuments funéraires de la guerre de 1870. Au moment où on va exhumer les corps dispersés des morts de 70 pour les regrouper dans un caveau, qui est celui-ci, on va en fait supprimer l'individualité des morts et les faire passer dans une unité collective, à une identité collective, et c'est ça qui va poser problème. Parce qu'en fait, la personne individuelle disparaît derrière le groupe collectif, qui sont les Français morts en 1870, les légionnaires du Rhône, peu importe ce qu'on met derrière ce terme collectif, mais l'individu va disparaître. Et évidemment, c'est une action très concrète, puisqu'on va exhumer ce corps et le réinhumer. Et pour les familles des disparus, on n'est qu'en 1877, on n'est encore que quelques années après la guerre, c'est évidemment extrêmement difficile, d'autant plus que les parents, les familles des victimes sont loin. On est à 200 km de Lyon, donc on ne peut pas forcément assister à l'exhumation, à la réinhumation du corps. Donc ce sont des moments difficiles pour ces familles. Et les familles vont veiller précieusement à ce que, entre guillemets, leurs morts soient traités dignement et que leur mémoire soit correctement préservée.
Alors, en 1876, à la fin de l'année 1876, le préfet va autoriser le maire de Nuits Saint-Georges, à exhumer les corps parce qu'il fait froid, c'est un moment propice pour le faire, et à les faire inhumer dans le caveau. Le problème, et je ne sais plus si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, c'est que les légionnaires du Rhône n'avaient pas été prévenus correctement, ou en tout cas ne s'estiment pas assez inclus dans ce processus, et le représentant de la 2e Légion du Rhône va écrire au sous-préfet de Beaune, je cite, un télégramme. « Retour de voyage, apprend par avis au public que maire de Nuits exhume aujourd'hui nos morts. Comme président des commissions du Rhône et propriétaire du terrain, je lui dénie ce droit. Ce nouveau manque de procédé à notre égard est de mauvais augure. Attends réponse de suite avant de télégraphier au maire. » Donc vous voyez que le gros problème qui se pose ici, c'est que les légionnaires du Rhône ne se sentent pas inclus dans ce processus mémoriel d'exhumation, de réinhumation des corps. Et évidemment, on a encore les rancœurs du conflit politico-religieux de 1871 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à peine résolu parce qu'il ne s'est trouvé résolu que par un procès en 1872. Donc évidemment, tout cela est encore très tendu dans les esprits. Et donc, on va aboutir à un nouveau conflit. Le maire de Nuits va arrêter les exhumations, attendre que les familles des légionnaires se déplacent pour pouvoir venir assister à l'exhumation de leurs morts. Alors, le représentant des légionnaires du Rhône va justifier son opposition à ces opérations d'exhumation et de réinhumation parce qu'il explique qu'il serait complètement inconvenant de faire cela alors que le monument que vous voyez à droite n'est pas construit. En 1876-1877, on n'a pas encore décidé quel monument on va construire et on n'a surtout pas commencé les travaux. Et il estime que ce serait un outrage incroyable aux morts de 1870 de construire un monument au-dessus de leur tête. Donc il veut attendre que le monument soit terminé pour pouvoir inhumer les corps des morts de 70. Bref, tout ça va prendre une ampleur assez incroyable. Je vous le dis, le maire va arrêter les opérations d'exhumation, de réinhumation. Et finalement, c'est encore une fois le préfet qui va devoir intervenir en expliquant que la belle saison va approcher, qu'on ne pourra pas faire ça quand il fera chaud. Et donc, il va obliger le maire de Nuits à faire procéder à ces exhumations. Et donc, les légionnaires du Rhône, les anciens légionnaires du Rhône vont venir assister. Les familles qui le veulent viendront assister pour voir que tout est fait dans les règles de l'art. Ce monument, il a un lien très fort avec la ville de Lyon, puisque vous avez le blason de la ville de Lyon, ainsi que le blason de la ville de Bordeaux, parce qu'il y avait aussi des mobiles girondins qui sont venus combattre à Nuits Saint-Georges. Et puis, vous avez au pied ces grandes plaques de marbre, sur lesquelles sont inscrits, alors, a priori, par ordre alphabétique, par ordre de grade, et par ordre d'unité de combat, les noms des morts qui sont inhumés dans le caveau. Alors, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des noms qui sont sur ces plaques, qui se retrouvent sur d'autres monuments, soi-disant des monuments funéraires. Donc finalement, vous avez le nom de Celler, par exemple, qui apparaît, alors que Celler, il est enterré à Lyon. Bon, donc on ne sait pas vraiment où sont les corps, mais en tout cas, on marque dans le marbre le nom des légionnaires de 1870. Et ça, c'est un cas assez rare, en fait, parce que les monuments de 70 sont plutôt des monuments commémoratifs, comme je vous le disais tout à l'heure, que des monuments aux morts, comme on les trouvera pour la guerre de 14-18. Alors, ces deux conflits de 1871 et de 1877, ils sont véritablement centraux dans la structuration de la mémoire de la guerre de 1870 en Bourgogne, parce qu'en fait, d'eux vont dépendre toutes les cérémonies commémoratives qui suivront. C'est-à-dire qu'on va s'efforcer d'attendre 1885, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis surtout les années 1890, c'est-à-dire le temps que l'affect soit moins important et moins de prise sur les gens pour célébrer les morts de 1870. Et puis surtout, on va s'efforcer d'évacuer toutes les questions politiques, religieuses, pour que ces cérémonies soient des cérémonies patriotiques, mais certainement pas des cérémonies où puissent naître de nouveaux conflits. Voilà. Alors, ça, c'est la situation dans la région de Nuits-Saint-Georges. Mais évidemment, va se mettre également en place un mouvement commémoratif dans la région de Lyon
puisqu'on va vouloir se souvenir des enfants de Lyon et du Rhône qui sont morts ailleurs et dont, pour la plupart, on n'a même pas récupéré les corps, puisque les corps sont restés en Bourgogne. Ce mouvement commémoratif à Lyon va naître assez tard, à une exception près, qui est la tombe du colonel Seller, qui se trouve aujourd'hui au cimetière de Loyasse, qui est inauguré le 29 octobre 1871. Alors, le colonel Seller, c'est vraiment la figure emblématique des Légions du Rhône. Il dirigeait la première Légion du Rhône. Il va mourir à Nuit-Saint-Georges, comme je vous l'ai fait voir sur le tableau, et j'en reparlerai après. Et son monument funéraire, puisque là, a priori, son corps a véritablement été inhumé sous ce monument, est aussi dédié à la mémoire des officiers et légionnaires tombés au champ d'honneur en 1870-71. Donc c'est à la fois un monument funéraire individuel avec le portrait du colonel Seller, dédié à la mémoire du colonel Seller, et en même temps c'est un monument commémoratif à la mémoire des légionnaires et des soldats du Rhône. Donc ça c'est vraiment le premier monument, mais on pourrait presque dire que c'est une exception. Le premier véritable monument de la guerre de 1870 en région lyonnaise, c'est le monument du cimetière de à Lyon, c'est le monument du cimetière de la Guillotière. Ce monument-là, il est décidé par le conseil municipal de Lyon le 13 mai 1878 et la ville vote un crédit de 10 000 francs destiné à, je cite, faire exhumer et rassembler les restes en ce moment épars et abandonnés des blessés de la dernière guerre, décédés à Lyon et inhumés au cimetière de la Guillotière, et à élever dans l'enceinte de ce même cimetière un monument funéraire. En fait, on se trouve dans la même situation qu'à Nuit-Saint-Georges, c'est-à-dire qu'il y a des blessés de la guerre de 1870 qui étaient rentrés à Lyon, qui sont morts à Lyon, et on les a enterrés un peu comme on a pu, dans des concessions individuelles, etc. Et donc, pour lancer le mouvement commémoratif, on va regrouper les corps de ces soldats et les mettre dans un caveau, la même chose qu'à Nuit, sous un monument commémoratif. La même chose que tout à l'heure, dans ce cas-là, leur existence individuelle, leur identité individuelle disparaît au profit de l'existence collective, puisque vous voyez qu'il n'y a... Alors on ne voit qu'une face du monument, mais en fait, il n'y a pas les noms sur ce monument. Il y a la date, à la mémoire des combattants de 1870, etc. Mais on n'a pas les noms des morts qui ont été inhumés ici. Et dans les textes, j'ai pu retrouver qu'a priori, il surmonte environ 1600 corps de soldats, ce qui est quand même assez considérable. Le monument de Nuit-Saint-Georges, on estime qu'il y a entre 300 et 400 corps, ce qui est déjà beaucoup, mais le monument de Lyon, c'est beaucoup plus important. Il est inauguré le 12 septembre 1880, dans une période qui, habituellement, dans la structuration de la mémoire de 1870, est considérée comme une période de recueillement, c'est-à-dire qu'on a un petit noyau de mouvement commémoratif en 1870, 71, 72. Ça s'arrête dans les années 1875 et ça ne reprend que dans les années 1890, 95. Là, le monument de Lyon, peut-être parce qu'il est assez consensuel finalement, va être inauguré dans une période où le mouvement commémoratif est assez relâché. Il est intéressant de souligner quand même que le matériau choisi pour ce monument n'est pas sans rappeler les commémorations bourguignonnes. Parce que l'architecte de la ville, dans un rapport en 1879, explique qu'il a choisi la pierre de Comblanchien pour la pyramide de ce monument, car, je le cite, « La nature de cette pierre lui a semblé d'un emploi très convenable en la circonstance, d'accord, c'est celle qui, du reste, a été employée pour le monument funéraire élevé à Nuit en l'honneur des légionnaires du Rhône. » Donc en fait, y compris dans le choix du matériau, on va créer un lien entre le monument du cimetière de Nuit-Saint-Georges et le monument du cimetière de la Guillotière. Et on en arrive au monument qui est certainement le plus connu, le plus imposant, le plus majestueux dans la région, dans le département du Rhône, qui est le monument des enfants du Rhône, inauguré en 1887. Alors, ce monument, l'idée apparaît en 1881. C'est une commission qui va se constituer pour recueillir des souscriptions destinées à ériger un monument à la mémoire des légionnaires du Rhône. Cette commission recueille environ 22 francs par souscription et elle va les offrir à la ville de Lyon qui va voter à la fin de l'année 1881 un crédit de 80 000 francs, donc pour arriver à plus de 100 000 francs, pour contribuer au projet d'érection d'un monument commémoratif.
Le projet est choisi sur concours, on publie un avis de concours, comme le premier monument de nuit. Et c'est le projet est mis au concours en tout cas. L'emplacement fait un moment débat, parce que certains envisagent qu'il serait bon de mettre ce monument sur la place Bellecour, à la place de la statue de Louis XIV, ou sur la place, ou dans le quartier de Perrache, considérant, entre autres, pour Perrache, que, je cite, « Ce dernier lieu aurait été bien choisi, car c'est sur cette place qu'ont eu lieu les premiers enrôlements des volontaires du Rhône. » Donc le lieu aurait fait sens avec le monument commémoratif. Finalement, après quelques discussions, on se rend compte que 100 000 francs, c'est une somme importante mais relativement modeste et qui ne permettrait pas de créer un monument d'ampleur suffisante pour occuper la place Bellecour. Et donc, on retient la place qui avait été choisie à l'origine, qui est l'entrée du parc de la Tête d'Or, où le monument se trouve toujours aujourd'hui, au bout de la rue de Créqui. Et cet emplacement est validé, considérant, je cite, que cette partie de la ville est destinée à devenir dans quelques années un des plus beaux quartiers de Lyon. Le mouvement de la circulation y étant très considérable, le monument sera donc exposé à la vue d'une grande partie des habitants. Donc vous voyez bien que ce qui est visé ici, c'est de créer un monument qui soit vu de tous et qui rappelle à chaque instant le dévouement, le sacrifice de ces légionnaires du Rhône. Le projet est choisi sur concours. Le concours va distinguer plusieurs projets. Alors, le deuxième prix est le projet de Gaspard André, un architecte bien connu à Lyon. Mais le projet choisi pour réalisation est celui de Coquet, de l'architecte Coquet, qui remporte donc la commande du monument. Alors, il est surmonté par un énorme groupe de bronze, qui est l'œuvre du sculpteur lyonnais Étienne Pagny, qui est intitulé « La Résistance ». On le voit ici de plus près. Alors, voici la description qu'on en donne à l'époque. Je cite « La ville de Lyon », donc cette femme qui tient le drapeau, « en voyant ses enfants au combat, une femme de haute et majestueuse stature, symbolisant la patrie, brandit d'une main ferme le drapeau national », donc elle est à la fois assimilée à la patrie et à la ville de Lyon, je me suis perdu, d'une main ferme le drapeau national, tandis que le bras gauche étendu semble montrer le danger. À ses pieds, un garde mobile tombe mortellement frappé, vous le voyez à droite, ses mains ouvertes laissent échapper son arme. Au second plan, à droite, un légionnaire s'élance au secours de son camarade, et derrière lui se détache l'énergique silhouette d'un clairon sonnant un appel désespéré à de nouveaux défenseurs qui est à gauche. L'artiste a voulu symboliser moins la lutte, souvent glorieuse, que la résistance acharnée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait assez souvent dans les monuments et dans les commémorations. On ne va pas essayer de célébrer une victoire parce que ce n'est pas une victoire et la guerre en elle-même est une défaite. On peut essayer de célébrer les combats glorieux ou pseudo-glorieux comme ceux de Nuit Saint-Georges, mais on va surtout essayer de célébrer la résistance héroïque des combattants. Et donc, le journaliste poursuit, on a voulu symboliser la nation soulevée entière derrière nos soldats écrasés. Vous avez vu que la nation entière, dans les commémorations, c'est pas tout à fait ça. Le département du Rhône, prêt à tous les sacrifices et ne désespérant pas du salut de la France. Donc, on reprend les thèmes déjà abordés, la bravoure des soldats malgré la défaite. On reparlera après de glorieuses défaites, l'unité dans le sacrifice pour la patrie, cause noble et supérieure. Alors, on retrouve aussi des éléments qui rappellent les monuments de la région du Saint-Georges, en particulier ce lion, qui est du sculpteur Charles Textor, qui est quasiment identique à celui qu'on trouve sur le monument de Nuit Saint-Georges, qui est évidemment beaucoup plus fin, beaucoup plus beau, mais dont l'idée est la même. Et en ne sachant toujours pas si on doit le voir comme une représentation de la patrie blessée pansant ses plaies en attendant la revanche, ou une représentation de la ville de Lyon et de ses combattants qui ont été quand même assez largement décimés. Et puis, le monument entretient un autre lien avec les monuments de la région de Nuit Saint-Georges,
qui cette fois-ci se trouve dans les Écritures. Vous voyez ici des couronnes, au centre desquelles on a des dates que vous voyez certainement pas parce qu'elles sont tout à fait illisibles, mais dans la couronne centrale, au milieu de feuilles de chêne, on a la date du 18 décembre 1870, qui est la date de la bataille de Nuit. Et sur le côté ici, vous avez les villes, les noms des villes où ont combattu les combattants lyonnais, Belfort, Villers-Sexcel, etc. Et ici, vous avez un petit écriteau qui dit Nuit. Donc, le combat emblématique des Légions du Rhône, c'est vraiment la bataille de Nuit, le 18 décembre 1870. Alors, là, je viens de vous parler des 2-3 grands monuments emblématiques de la région de la ville de Lyon. On a d'autres choses qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi importantes. Et en particulier, l'œuvre des plaques patriotiques. C'est une initiative qui, à mon avis, est intéressante parce que cette fois-ci, on se rapproche de ce qu'on a vu en 14-18, enfin après la guerre de 14-18, c'est-à-dire des monuments aux morts. Ce sont en fait des plaques sur lesquelles on va inscrire les noms des morts et éventuellement l'endroit de leur décès. Et ces plaques-là peuvent, à mon avis, être lues comme un substitut à l'absence des corps qui ont été inhumés en région nuitonne, en région bourguignonne, et qui manquent dramatiquement ici. Et donc, pour combler ce manque, on va inscrire les noms de ces disparus sur des plaques qui sont en fait offertes par une association qui s'appelle l'Union patriotique du Rhône et qui se donne pour but, je cite, la création au chef-lieu de chaque canton de notre département d'une plaque commémorative destinée à rappeler les noms de tous ceux qui sont morts pour la patrie au cours des années 1870 et 71. On en trouve dans plusieurs mairies du Rhône, et en particulier à Lyon, c'est le cliché que vous avez à droite, qui sont inaugurées le 30 octobre 1898. Donc vous voyez quand même assez longtemps, presque 30 ans, après la guerre de 1870. Alors, je vous ai mis un détail à droite qui ne sont pas les... C'est pas une représentation... C'est pas la plaque de l'hôtel de ville de Lyon, c'est une autre petite commune du Rhône. Pour vous montrer que c'est une création artistique quand même au départ, la plaque, enfin l'entourage en bronze est l'œuvre de l'architecte Joseph Dubuisson, toujours avec le sculpteur Étienne Pagny dont on a parlé pour le monument des enfants du Rhône. On a dans la partie supérieure un lion dressé sur un rocher qui représente probablement Lyon, la région lyonnaise et puis le courage des combattants français. Et des palmes, une guirlande d'immortels pour commémorer ces morts. Et on lit « Mort pour la patrie », toujours dans la partie supérieure, et dans la partie inférieure, les initiales RF, République française, et la société qui est à l'origine de ces plaques, Union patriotique du Rhône. Donc vous voyez que, y compris dans l'entourage de ces plaques qui paraît finalement assez basique, on essaye de faire passer des messages commémoratifs et patriotique. Donc voici ce qu'on peut dire assez globalement de la situation de la mémoire monumentale de 1870 dans la région de Lyon. J'aimerais maintenant vous dire un mot des autres monuments, des autres petits éléments qu'on peut rencontrer en région lyonnaise. Évidemment, je n'ai pas pu explorer tous ces monuments en détail, peut-être certains en connaissent... connaissent certains de ces monuments beaucoup mieux que moi. Mais enfin, on a d'autres monuments de la guerre de 1870 dans d'autres communes du Rhône. Je vous ai mis à l'écran le monument cantonal du Bois-d'Oing, le monument cantonal de Villefranche-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône est inauguré en 1902, celui du Bois-d'Oing en 1901. On peut aussi citer les plaques patriotiques dont je viens de parler, que l'on retrouve dans au moins 6 communes du Rhône, dont Limonest, Neuville-sur-Saône et Saint-Genis-Laval. Et en l'état actuel de mes recherches, des monuments tels que ceux-ci, qui sont spécifiquement dédiés à la mémoire de 1870, et j'insiste là-dessus, j'ai pu en dénombrer au moins 8. Il y en a probablement au moins une dizaine, mais au moins 8, qui peuvent se trouver sur une place publique, dans un cimetière, voilà, dans des endroits assez divers. Mais il y a un fait qui doit être noté et qui est extrêmement important, c'est qu'on a surtout les noms des morts de 1870 reportés sur un très grand nombre de monuments de la guerre de 14-18.
Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'observe pas du tout en Bourgogne, qui ne s'observe qu'ici dans le Rhône. C'est assez logique, parce qu'en fait, les morts de 1870 n'ont pas forcément eu de monument dans le Rhône, et donc on leur rend hommage, puisqu'ils sont de ce village-là, on rend hommage aux morts pour la patrie, non pas seulement aux morts de 14-18. Et donc au moment où on crée un monument de la Grande Guerre, on inscrit aussi les noms des morts de 1870. Pour l'instant, alors tout est à l'état de projet encore, mais sur les 370 monuments de la Première Guerre mondiale recensés par Mme Cadieux-Dumont dans son enquête sur les monuments de la Première Guerre mondiale pour les archives départementales du Rhône, j'en ai recensé au moins 64 sur 370 qui portent les noms des morts de 70 ou une mention d'hommage qui peut être quelque chose d'assez amusant, comme à nos vieux morts de 1870, à nos vétérans, etc. Donc on a vraiment ce souvenir qui persiste au moins jusqu'à la guerre de 14 dans le Rhône. En Bourgogne également, tout ne s'efface pas au moment de la guerre de 14-18, comme on est trop souvent enclin à le croire. En vérité, les commémorations spécifiques à 1870, c'est-à-dire qui sont organisées à une date proche du 18 décembre, existent au moins jusqu'en 1920, qui est le 50e anniversaire de la bataille de Nuit. Et à partir de 1920, on va associer la commémoration de 14-18 et la commémoration de 1870 et ne faire qu'une cérémonie le 11 novembre pour célébrer tous les morts pour la France. Et ce qui est assez amusant et assez touchant, c'est qu'encore aujourd'hui, à Nuit-Saint-Georges, tous les ans, on dépose une gerbe sur la tombe des morts de 1870 et en particulier des légionnaires du Rhône. On a aussi un élément marquant à Lyon qui rappelle la bataille de Nuit et sur lequel on a assez peu d'éléments, mais je vous expose ce que j'ai réussi à récolter quand même. C'est le panorama de la bataille de Nuit qui est créé pour l'exposition de Lyon en 1894. C'est une toile peinte par Poilpot qui est intitulée donc Panorama de la bataille de Nuit. C'est une toile absolument gigantesque qui fait 115 mètres de circonférence, 15 mètres de hauteur, environ 2000 mètres carrés, qui représente dans un bâtiment, je ne vais pas trouver le mot rond, mais circulaire, merci, circulaire, la bataille de Nuit, grandeur nature. Alors, j'ai retrouvé quelques morceaux de ce panorama sous forme de photographie ou sous forme de gravure. Vous en avez une ici qui est conservée dans une mairie de Bourgogne. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la bataille au niveau de la tranchée de chemin de fer. Mais le moment clé de la bataille pour les Lyonnais et le moment clé de ce panorama, c'est évidemment la mort du colonel Seller, le Lyonnais des Lyonnais, tué pendant la bataille de Nuit. Et donc ce panorama, qui est visité par le président de la République qui se rend à Lyon, qui est visité par énormément de monde lors de cette exposition, a vraiment pour but de faire voir aux Lyonnais ce qu'ont vécu les légionnaires du Rhône, de rendre hommage à ces légionnaires, alors qu'on est quand même 24 ans après la bataille de Nuit. Le panorama sera démonté en 1894 et exposé l'année suivante, en 1895, à Bordeaux, dans l'autre ville dont les combattants en région bourguignonne venaient combattre. Et malheureusement, on en a perdu la trace et on ne sait pas s'il en existe encore des morceaux. Donc sur, je vous ai dit, 115 mètres de long, il en a peut-être été découpé des morceaux qui ont été conservés. Pour le moment, je n'en ai pas retrouvé, sauf des gravures. Voilà ce qu'on peut dire de la situation de la mémoire de 1870 en région lyonnaise. Et puis je vais conclure rapidement sur finalement quel sens faut-il donner à cette commémoration de 1870. Alors, parce que les monuments, c'est évidemment une chose qui m'intéresse, mais je me suis aussi beaucoup intéressé au discours, à ce qu'on dit lors des cérémonies commémoratives à Lyon et en Bourgogne. Alors, là, on peut distinguer 3 thèmes majeurs qui reviennent dans tous les écrits, dans tous les discours. Le premier, c'est le culte des morts et la naissance d'une amitié dans la douleur. Évidemment, ça paraît assez évident, les cérémonies commémoratives, c'est fait pour se souvenir de ceux qui ont été tués pendant les combats de 1870.
Et de ce culte des morts, de ce culte du souvenir des morts, de cette dimension funèbre, va finalement naître une amitié entre les Bourguignons et les Lyonnais, qui existera en fait dès 1871 malgré les conflits que j'ai évoqués, puisque vous voyez que dans des discours du président de la 2e Légion du Rhône, on dit « Nos frères reposent ici sur une terre amie, et le culte pieux que vous avez voué à leur mémoire nous est un garant qu'ils ne seront point oubliés. » En fait, les Lyonnais vont se reposer sur les Bourguignons en espérant qu'ils vont continuer à fleurir leur tombe, continuer à commémorer leur mémoire, y compris quand les Lyonnais n'auront plus la force, parce qu'ils seront trop âgés ou trop occupés, de monter à nuit pour les commémorations. Donc ils commémorent ensemble les disparus de 1870. On trouve ça aussi du point de vue bourguignon. Le conseiller général dit « Nous les avons accueillis, en parlant des Lyonnais, comme des sauveurs, ces braves jeunes gens à qui nous avions confié notre salut. Nous leur avons donné l'hospitalité bourguignonne, la plus cordiale, nous les avons aimés. » Cette amitié pas franco-française entre Bourguignons et Lyonnais va se traduire en fait concrètement par des cadeaux, par des petits gestes. Vous voyez ici une photographie d'une salle de la mairie de Nuit-Saint-Georges, de l'hôtel de ville de Nuit-Saint-Georges. Au fond, des panneaux peints qui retracent l'histoire de la ville. L'un d'eux est consacré à la bataille de Nuit, à la guerre de 1870 en particulier, plus largement. Et vous avez au-dessus les blasons de la ville de Bordeaux et le blason de la ville de Nuit pour rappeler l'engagement des Lyonnais en Bourgogne. Et de Lyon en Bourgogne, pardon. Et devant ce grand bronze qui est intitulé 20 ans et qui est offert par les représentants des anciens légionnaires du Rhône à la ville de Nuit en 1890 pour le 20e anniversaire de la bataille. Donc vous voyez que les légionnaires vont aux commémorations en Bourgogne et offrent des cadeaux. Ils offrent aussi ce tableau, alors d'une facture toute relative, mais qui est d'une peintre lyonnaise qui s'appelle Madame Chanin-Cornu, appelée régulièrement Hommage aux soldats disparus. Au bas, vous lisez Pro Patria, nuit 18 décembre 70, 1895. Donc c'est le cadeau des légionnaires pour le 25e anniversaire. Et en fait, ce tableau, peu importe sa qualité esthétique, il est intéressant parce qu'il représente le monument de Nuit-Saint-Georges et puis un ancien soldat qu'on peut imaginer être un ancien légionnaire du Rhône, retirer son képi devant le monument des morts de 70, avec au pied le drapeau français, et donc ce souvenir qui se perpétue, y compris 25 ans après la bataille de Nuit. Le deuxième thème important, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de la glorieuse défaite, qui est un terme employé dès 1870-1871, que l'on peut relier à celui de l'honneur sauf. Parce qu'en fait, la guerre de 70, la défaite de 70, va constituer une rupture. Dans le domaine militaire, la France, en fait, s'attendait à gagner la guerre, sûre de sa suprématie. Elle est en fait battue. Mais aussi au niveau de la nation. Et donc, on va avoir cette injonction à se souvenir de ceux qui se sont battus pour la patrie. La rhétorique est en fait assez simple pour faire comprendre aux familles des victimes le sacrifice de leurs enfants. On va expliquer que non, ils ne se sont pas battus pour rien. Oui, on a perdu la guerre, mais ce qu'ils ont défendu, et c'est cela le plus précieux, c'est l'honneur français. Et donc, on va dire, dans les cérémonies commémoratives, qu'ils savaient d'avance la grande partie perdue, mais ils combattaient quand même, ils combattaient pour l'honneur du nom français, ils n'espéraient plus de victoire décisive, mais ils voulaient que l'ennemi achetât cher son triomphe, ils voulaient le forcer de pleurer ses propres succès. Il voulait enfin qu'à voir le deuil des deux nations, on se demanda où était le vainqueur. Et ça a assez bien fonctionné en fait. On a justifié le sacrifice des morts de 1870 en expliquant qu'ils avaient permis la glorieuse défaite de la France, la bataille de Nuit étant l'idéal type de cette glorieuse défaite parce qu'on a perdu, mais on va dire qu'on a gagné parce qu'on a quand même sauvé l'honneur français. L'évêque de Dijon va dire la même chose en 1890. L'honneur, le seul bien dont pour un peuple la perte soit irréparable, on peut tout lui prendre, ses armes, ses canons, ses munitions, il en forgera d'autres, oui parce qu'on était extrêmement mal équipés en 1870, son or, il en retrouvera, oui, il a fallu payer une indemnité de guerre après la défaite,
Ces hommes, leurs frères et leurs fils les remplaceront. Ben oui, il faut bien justifier la mort de ces pauvres hommes, car le sang du soldat comme celui du martyr est une semence. On peut même lui prendre ses villes, ses provinces. Oui, la France est en partie annexée. L'inconstance de la fortune les lui rendra peut-être un jour, donc on envisage dès aujourd'hui l'avenir. Mais si on lui prend son honneur, qui le lui rendra? S'il le sauve au contraire, les revers importent peu, car il garde avec lui le germe de toutes les résurrections. C'est ce qui va nous mener en fait à notre troisième thème, qui est un thème extrêmement difficile à envisager, qui est celui de la revanche et de la préparation des soldats pour l'avenir. Alors, si vous lisez des ouvrages qui traitent de la guerre de 1870, ou qui évoquent la guerre de 1870, ou qui traitent de la mémoire de la guerre de 14, ou de la guerre de 14, on va souvent écrire que l'idée de revanche est une bêtise, que ça n'existe pas. En fait, à mon avis, c'est un peu plus complexe que cela. Il faut dire, en premier lieu, que l'idée de revanche n'est pas une option politiquement viable. L'État sait pertinemment qu'on n'a pas les moyens de prendre une revanche sur l'Allemagne dès la sortie de la guerre et dans les quelques années qui suivent la fin de la guerre. Par contre, ça va être un thème constamment mobilisé dans toutes les cérémonies commémoratives que j'ai pu étudier pour unir la population, puisqu'on ne peut pas l'unir dans la religion, puisqu'on ne peut pas l'unir dans la politique, eh bien on va l'unir dans cette idée de lendemain, dans cette idée de potentielle revanche, sans savoir vraiment ce qu'elle sera. Alors, on ne parle que rarement de véritable revanche, mais vous allez voir qu'il y a quand même des signes. On parle souvent de défense, d'idée de revanche défensive, c'est-à-dire l'Allemagne nous attaquera, ça on en est sûr, et ce jour-là, on sera prêt à se battre. C'est exactement ce que l'on trouve dans le discours du président des légionnaires en 1895, qui dit « S'ils ont succombé dans une lutte fatale et désespérée, leur mort glorieuse n'a pas été sans fruit, leur noble exemple a fortifié nos jeunes générations, prêtes aujourd'hui à tous les sacrifices, à tous les dévouements. » Parce qu'en fait, les cérémonies commémoratives de 1870 vont servir de moments de propagande, de moments pour former les jeunes, les conscrits, les futurs soldats, à faire leur devoir le plus sacré, c'est-à-dire mourir pour leur pays. Et on a des témoignages assez touchants de jeunes gens qui ont 18, 20 ans, qui font un discours sur la tombe des morts de 70 et qui prêtent serment sur la tombe de ces morts de 70 en disant « Nous aussi, en suivant votre exemple, le jour où l'Allemagne nous attaquera, on se battra et on mourra pour la patrie. » Et puis c'est également ce qu'on lit en 1887 pour l'inauguration du monument des enfants du Rhône. C'est de votre sang abondamment versé que naîtra la génération qui, en des jours plus heureux, vengera votre illustre défaite et restaurera la gloire et la suprématie de la patrie française. Donc vous voyez que c'est vraiment un thème qui existe dans les discours. Mais il n'existe pas seulement dans les discours, il existe aussi dans la pierre. Vous avez ici le monument de Nuit Saint-Georges, enfin des détails du monument de Nuit Saint-Georges, avec cette épée levée vers le ciel, sur la garde de laquelle on lit « Donec ulti » jusqu'à ce qu'il soit vengé. Ça dit bien toute l'ambition du propos. Et puis ce trophée militaire, avec des canons, des drapeaux, un bouclier. Et sur le bouclier, « Ossibus exoriare ultor », qui est un vers tiré de l'Énéide, « que de leurs cendres naisse un vengeur ». Donc vous voyez que dans la pierre, on a inscrit quand même cette idée de revanche. Alors, on pourrait me dire que ce monument-là, il est finalement très en amont du processus commémoratif. L'idée germe en 1871, il est construit en 1873-74, donc finalement, c'est très tôt. Donc l'idée de revanche pourrait être encore légitime. Mais en fait, on le trouve aussi sur le monument que je vous ai fait voir tout à l'heure de Villefranche-sur-Saône. Vous avez... ici, la dernière ligne, un message qui dit « Exoriare aliquis nostris es ex ossibus ultor », qui est le même vers de l'Énéide, plus long que le monument de nuit, « qu'un vengeur naisse un jour de ma cendre ». Et ce monument-là, il n'est pas précoce du tout, puisqu'il est inauguré en 1902. Donc vous voyez que jusqu'en 1902, on a inscrit dans la pierre des messages clairement revanchards, de revanche face à l'Allemagne. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Évidemment, on ne parle
pas d'une revanche que nous, Français, prendrions sur l'Allemagne, mais d'une revanche défensive victorieuse en cas d'attaque allemande, puisque lors de l'inauguration du monument des enfants du Rhône, le gouverneur militaire de Lyon déclare « L'Europe sait que la France est animée des sentiments les plus pacifiques. Mais elle sait aussi que le jour où elle serait menacée, tout dissentiment politique disparaîtrait comme en 1870. Nous marcherions à la frontière avec une foi absolue dans le succès. Nous nous souviendrions de ces soldats, victimes du devoir et du patriotisme, dont vous célébrez la mémoire aujourd'hui. » Voilà. Donc, j'en ai terminé avec ces monuments de Bourgogne, du Rhône. Le sens que l'on peut donner à cette mémoire qui, à mon avis, peut être résumé dans ces 3 points principaux. Et puis, je conclus en un mot sur une chose que j'ai déjà évoquée, c'est qu'en fait, cette mémoire ne va jamais complètement disparaître. Elle va s'ajouter, se combiner, être entretenue avec la mémoire de 14-18, avec la mémoire de 39-45. Et jusqu'à nos jours, elle est célébrée, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Nuits-Saint-Georges et dans la région de Nuits-Saint-Georges. Et en fait, elle va aller diminuant, évidemment, avec les familles des victimes qui vont mourir, les vétérans du conflit qui vont disparaître, mais elle ne disparaîtra jamais complètement, et au moins jusque dans les années 30, voire début des années 40, les conscrits, les jeunes gens qui vont aller faire leur service militaire en Bourgogne vont venir prêter tous les ans serment sur la tombe des morts de 1870. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très récent. Voilà, je vous remercie. Bien, Monsieur Sergent, nous vous remercions beaucoup pour cette conférence très émouvante, je trouve. Vous avez fait ça avec beaucoup de finesse et puis beaucoup de sensibilité pour nous montrer Merci. cette amitié entre les combattants de nuit et puis ceux de la région lyonnaise, en dépit des divergences qui pouvaient exister. Et c'est vraiment... On ne pourrait pas imaginer que ça ait pu durer si longtemps. C'est ça qui m'a beaucoup surpris quand j'ai étudié ça, c'est qu'en fait, on estimait, a priori, on pensait que tout avait été enseveli par la vague mémorielle de 14-18, et en fait, c'est pas tout à fait le cas. Ah oui, oui. Mais à l'heure actuelle, c'est terminé, ça. C'est complètement terminé. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que c'est terminé, mais pas tout à fait. Ah bon? On a des expositions qui parlent de 1870. En ce moment, est en train de se... Alors, c'est pas tout à fait terminé, mais on est aussi dans une période très particulière, puisqu'on approche du 150aire de la bataille de Nuit, du 150aire de la guerre de 1870. Ouais. Donc, c'est une période propice à la commémoration. Mais toujours est-il que le Souvenir français, par exemple, continue d'entretenir les tombes des morts de 70, et va même faire plus, c'est-à-dire que par exemple, l'année dernière, il y a 2 ans, le Souvenir français a fait déplacer un petit monument funéraire, une petite croix en pierre, dans un endroit plus visible. Elle était sur une propriété privée, elle l'a fait déplacer dans un endroit plus visible en installant un panneau pour expliquer ce que c'était et le sens que qu'on devait lui donner. Voilà. Le dernier vrai moment commémoratif de 70, c'est évidemment le centenaire en 1970. Là, ça a été l'objet d'importantes commémorations en Bourgogne, avec une énorme exposition au musée de Nuits-Saint-Georges. Et c'est vraiment le dernier moment important de la mémoire de 1870. Mmh. Oui. Voilà. Alors, je pense qu'il y a des questions. Oui, voilà. Moi, j'allais juste te dire que Victor Hugo en a parlé. Gloire à ceux qui sont morts pour elle, au voyant. Et il est assez régulièrement cité dans les discours commémoratifs. Il n'est pas rare qu'on cite un vers de Victor Hugo. Oui, bah, il a écrit surtout, Victor Hugo. Merci pour votre conférence et de rappeler effectivement ces monuments. Ce qu'il faut souligner, c'est que la bataille de Nuit, c'est une bataille de la République. Hein, c'est très important, ça. Parce que c'est la République. Parce que
le gouvernement était monarchiste ou bonapartiste et la République était pas bien vue. Donc, c'est pour ça que ces monuments aux morts sont apparus surtout après les années 80. D'autre part, effectivement, oui, vous avez perdu le fil. Il y en a beaucoup d'autres monuments aux morts en France de 70. Ah oui. Alors, oui, il y a une chose, pardon, je vous coupe. Il y a une chose que je n'ai pas précisée. C'est que tout ce que je viens de dire est valable pour la Bourgogne, pour Lyon, pour ce que j'ai pu trouver, mais clairement pas pour toute la France. Parce que si vous prenez, évidemment, les régions annexées ou les régions où on s'est battu beaucoup plus fort qu'en Bourgogne, la mémoire est totalement différente. Oui, mais même dans le centre de la France, moi j'ai lu, je ne me rappelle plus le nom de la ville, il y a une ville où le monument de 70 sert de monument aux morts actuellement. Ça arrive. Oui. Et ça existe dans le Rhône. Oui. Et enfin, la dernière chose, c'est quand même, Lyon est une ville curieuse, je crois la seule ville qui a mis un peu ses monuments aux morts en dehors du centre de la ville. C'est assez curieux. Hein. C'est, je crois, le seul exemple. Habituellement, les monuments aux morts sont bien implantés, là, à Lyon. Et puis, je ne parle pas de celui de 14-18, qui est inaccessible pour tous les blessés handicapés. Mais je pense que vous avez raison, je crois qu'il faudrait recenser tous ces monuments aux morts 70, parce que ça fait partie de la mémoire. Et ça fait partie de notre mémoire et qu'il faut le faire. Et enfin, une dernière chose, c'est que ces monuments n'ont aucun signe religieux aussi. C'est très important. Il n'y a pas de croix. Tous ceux que vous avez montrés, ceux que je vous ai montrés n'ont pas de croix. N'ont pas de croix, parce qu'effectivement... mais d'ailleurs, après la guerre de 14-18, on a interdit les signes religieux sur les monuments aux morts. Et il y a eu des... Alors, oui. Un point, on a interdit les signes religieux sur les monuments aux morts, mais les cimetières font exception. C'est-à-dire que... Mais effectivement, vous avez raison. Mais sur ceux qui n'étaient pas dans les cimetières, il y a eu des transgressions parce qu'on montrait les ravages de la guerre. Donc il y avait des villages qui étaient ravagés avec des églises et des croix, ce qui permettait de transgresser l'interdiction. Oui. Mais je crois que l'histoire des monuments aux morts, c'est passionnant. Et je pense que vous avez raison de ressusciter ça. Il faudrait qu'il y ait plus de travaux là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Moi, je m'étais intéressé au monument aux morts à l'entrée du cimetière du monument aux morts, qui est fait par un sculpteur dont j'ai oublié le nom, qui a initié à la sculpture Berthe Morisot, qui est un sculpteur parisien très important. Donc, il y a des tas de choses à raconter encore sur ces monuments. Excusez-moi. Merci. Merci pour vos remarques. Ces monuments sont indispensables pour le souvenir. Mais ce souvenir n'entretient pas la haine. C'est tout l'enjeu. Alors, et voilà, c'est tout. Et évidemment... On ravage sans arrêt ce que vous voudrez. On en a toujours contre quelqu'un. Bien sûr. Oui, mais alors si on n'efface pas toutes ces commémorations, ça remet la haine de l'autre. C'est ce que je vois surtout, bien que les... Moi, ce que j'ai étudié, c'est juste l'évolution de la mémoire, l'évolution du mouvement commémoratif. Et, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du Souvenir français, je ne suis pas impliqué dans les actions du Souvenir français qui ont pour but de restaurer ces monuments et éventuellement... il a été question à un moment donné de recréer des commémorations de 70 qui, à mon sens, n'ont plus aucun sens aujourd'hui, mais c'est un avis tout à fait personnel. Alors, une chose très importante, c'est que, on peut dire ça aussi des monuments funéraires sur lesquels je travaille maintenant, c'est que la perpétuité n'existe pas. C'est-à-dire qu'un jour, probablement, ça finira par s'éteindre aussi, parce que la mémoire de 70, aujourd'hui, elle s'est éteinte et les monuments de 70 ne sont plus compris. Un seul exemple, vous avez un très beau monument qui est au cœur de la ville de Dijon, qui est surmonté par une grande femme drapée qui est intitulée La Résistance, un peu comme la Résistance de Pagny dont je vous ai parlé. Alors l'œuvre est cassée parce que le monument doit être inauguré sous l'ordre moral, sauf que la Résistance portant un bonnet phrygien et une couronne crénelée, elle fait craindre la révolte, la révolution. Donc le préfet l'a fait tomber, l'a fait exploser dans un tas de fumier. Et puis finalement, les morceaux sont stockés pendant un certain nombre d'années et elle est remontée en 1979 au-dessus de Nuit Saint-Georges pour
parce que c'est le lieu où ont eu lieu les événements. Bon. Cette statue, aujourd'hui, elle est dans un état absolument déplorable, elle est bouchée avec des morceaux de ciment, et il n'y a aucun panneau qui explique ce qu'elle est et ce qu'elle fait là. C'est-à-dire que vous vous promenez, elle n'est pas indiquée nulle part d'ailleurs, vous vous promenez, d'un seul coup vous tombez sur cette femme qui n'a plus de bras, dont le nez est tombé, enfin bon, et vous ne savez pas qui elle est. Et à mon avis, elle est très représentative, cette statue de la mémoire de 70 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle existe, on la voit toujours, mais on ne sait pas tellement ce qu'elle nous dit. Vous avez ce monument ici, le monument du Canon dans la montagne de Chaux, il est complètement caché. Bon, il y a une petite pancarte à l'entrée du bois, mais il faut déjà arriver à l'entrée du bois pour voir la pancarte. Vous voyez qu'il y a un entourage en fonte qui entourait à l'origine une plaque émaillée relatant les événements. La plaque a été volée. Bon, ben, aujourd'hui, le monument, il dit plus grand-chose, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, ben, vous ne pouvez pas deviner tout seul en arrivant devant ce monument. Ça ne veut plus rien dire. Voilà. Oui, je vous remercie pour votre conférence qui m'a beaucoup intéressé. Je parle sous votre contrôle. Vous avez montré le tableau de Lévigne au début. Oui. Alors, si je me souviens bien, oui. Ce tableau de Lévigne était autrefois ornait un café de Lyon qui s'appelle La Patrie, qui était en face de la préfecture. Voilà, il est pas perdu. Mais en même temps, d'une certaine manière, la date de la transformation de ce café et du départ de ce tableau pourrait marquer aussi l'extinction de la commémoration à Lyon, puisque finalement, le service des monuments historiques qui se posait la question de l'intérêt de protéger ce tableau dans son site ne l'a pas fait. Et donc le tableau a pu partir à Nuit-Saint-Georges. De la même manière, je crois qu'il est parti la bataille de Reichshofen à Belfort, si je me souviens bien. Alors, deux toutes petites choses. C'est que, si je me souviens bien, il y a eu... Alors, je ne sais pas si les deux étaient dans le café que vous mentionnez, mais il y avait deux tableaux. Et on n'en a plus qu'un. La deuxième chose, c'est qu'à Lyon, on a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à le protéger in situ. Mais aujourd'hui, c'est la pièce maîtresse du musée de Nuit-Saint-Georges. Alors qu'il y a évidemment un petit musée, c'est pas le musée des Beaux-Arts de Lyon, mais enfin c'est quand même intéressant de voir que dans cette commune-là, ce tableau-là a une pièce pour lui tout seul, entouré de photos de monuments du canton. Et donc là-bas, c'est vraiment le lieu où vit encore cette mémoire de 70 finalement. Il est presque mieux là-bas. J'avais une autre question sur le lion de Belfort. Que symbolise le lion de Belfort, justement ? C'est aussi cette idée de résistance. D'accord, mais le lion est assimilé à la France encore. Oui, je ne suis pas spécialiste de Belfort, mais pour moi, c'est plutôt la France. L'ambiguïté avec les deux monuments avec le lion que je vous ai montré, c'est qu'il y a évidemment cette homophonie entre l'animal et le nom de la ville qui laisse penser que ce n'est pas tout à fait un hasard d'avoir mis un lion sur un lieu où les Lyonnais se sont battus. Voilà, a priori. Et d'ailleurs, dans les discours d'inauguration, on dit bien que, pour ce monument-là, que le lion, c'est les légionnaires lyonnais, et la chouette, le hibou, c'est la ville de nuit. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait anodin, à mon avis, mais ça représente quand même la patrie blessée. Enfin, on voit bien. C'est beaucoup plus grand, les proportions, enfin, par rapport à la chouette. C'est quand même oui, pas... le lion est beaucoup, beaucoup plus grand. Hein. Quand même... Mais vous avez là, voilà, le pieu qui a blessé le lion, et cette idée de prendre sa revanche sur l'Allemagne est clairement présente dans l'image du... Enfin, à mon avis, clairement présente dans l'image du lion. À Belfort, est-ce que c'est pas pour remarquer que Belfort s'est défendu comme un lion ? Si, oui. C'est pour ça que Belfort a été détaché du Haut-Rhin, parce que c'était une commune du Haut-Rhin, et est restée française. Ce lion-là, c'est quand même un lion blessé. Celui de Belfort, c'est un lion... C'est pas le même lion, hein. C'est pas le même lion. Là celui-là, voilà, c'est pas vraiment la résistance. C'est la patrie, la nation, les Lyonnais blessés qui attendent de se relever, qui lèchent leur plaie avant de se relever. Alors que Belfort, c'est pas ça. C'est la blessure et la dignité en même temps. C'est ça. Le lion, c'est la force. Mais par contre, voilà, on peut quand même rattacher ces... Oui.
Oui, mais là, ça n'a pas de lien avec le courage de... Ah oui, oui. Mais il y a de toute façon cette idée dans tous les monuments moi, que j'ai pu trouver de valoriser le courage français. Les statues dont je vous parlais, ces statues de fonte de série, en fait, sont des modèles du courage français. Vous voyez que ce n'est pas des soldats morts, ce ne sont pas des soldats blessés, ce sont des soldats qui partent au combat. Celui-là montre l'horizon d'où vient l'ennemi. Celui-ci est prêt à attaquer. Et ce qui est très intéressant, évidemment, je n'ai pas pu parler de tout ce qui est... C'est intéressant de les voir partir. Est-ce qu'ils reviennent? C'est ça le problème. Tout le monde applaudit quand ils partent et quand ils reviennent dans le cercueil, personne. Là, celui-ci, ce qui était très intéressant, le grand qui montre la direction du doigt, c'est que ce soldat-là a été... Moi, on me l'a présenté, ma famille, quand j'étais enfant, me l'a présenté comme étant le général Kremer. En fait, c'est pas du tout le général Kremer, c'est un officier en fonte produit en série. Mais localement, on a réinterprété cette figure pour en créer un héros local qui est devenu le général Kremer. Voilà. Donc... Je sais qu'il y a un lien à Lyon entre la construction de la basilique de Fourvière et la guerre de 70. Est-ce que vous pourriez le préciser ? Alors, j'en ai pas parlé parce que je suis clairement pas spécialiste de la question et je risquerais de dire des bêtises. Mais effectivement, la bataille de nuit va être considérée, à juste titre, comme l'événement qui empêche la descente au sud de l'ennemi allemand. Et la ville de Lyon, ayant placé, les Lyonnais ayant placé la ville sous la protection de Marie, vont considérer que c'est un signe divin. Et évidemment, la basilique de Fourvière va... Enfin, le projet de la basilique de Fourvière va connaître un développement accru du fait de cette victoire quand même très ambiguë à Nuit-Saint-Georges. Un détail, je ne sais pas si vous avez analysé d'un point de vue formel les monuments. C'était pas une thèse d'histoire de l'art, hein? Non, mais je m'y étais un peu intéressé. Et ça vous a conduit à votre sujet, oui, peut-être. Et donc le premier monument, là je remarque, c'est une sorte d'obélisque coupé. Alors la photo est mal prise, en fait, oui. C'est un vrai obélisque. Oui, obélisque. Et alors le thème de l'épée, je vous racontais que moi, pour moi, le seul souvenir de la guerre de 70, pour moi, enfant, c'était de dormir dans une chambre d'une ferme près de Chevinay, où il y avait la grande épée de 70, celui qui était mort sans doute. Et alors, est-ce que dans les familles, on garde l'épée? On a récupéré les épées, on a fait une grande moisson d'épées sur des charrettes. Pour représenter l'épée sur le monument, est-ce que c'est un thème courant ou c'est... Alors, c'est une chose qu'on retrouve assez... Alors, je ne crois pas l'avoir... Non. Le monument de... Il y a un monument à Vaune-Romanée, qui est plus connu pour son vin que pour son monument de 70. On a aussi un sabre. Le monument... On trouve de temps en temps des emblèmes guerriers comme ça. Ce qui est assez souvent mobilisé, c'est l'obus. Alors, l'obus in situ, c'est-à-dire dans la maison, dans le mur, fiché dans le mur où il n'a jamais explosé, et on l'a conservé in situ pour dire « Regardez, on nous a bombardés ». Ou alors, ici, on a récupéré des canons et des boulets pour entourer le monument. Et ici, les bornes ont été créées en forme d'obus, et le monument lui-même est en forme de canon, avec le feu qui jaillit au moment où le boulet s'élance. Voilà. Donc les attributs guerriers militaires véritablement existent dans ces monuments de 1870. Oui, l'épée est presque médiévale. Là, hein. Celle-ci est clairement pas l'épée de 1870. Les culasses d'obus qu'on cravait, il y en avait des centaines, ils n'avaient rien d'autre à faire, ou ils se faisaient tuer, ou entre-temps, ils bricolaient. À propos du symbole de l'épée,
Je ne sais pas si vous avez en tête la nécropole de Douaumont, qui est un bâtiment très allongé avec une espèce de clocher. Et on a dit justement que c'était le symbole d'une épée enfoncée en terre pour marquer justement la paix, enfin la fin de la guerre, quoi. Ce qu'il a est le contraire. Elle a bien levé vers le ciel en attendant la revanche. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu et je suis pas le seul. Il me semble que Gilbert Garde, dans sa thèse, dit ça. C'est qu'elle est levée vers le ciel en attendant le futur. Merci encore. Là, il faut qu'on arrête parce qu'il faut qu'on libère les lieux. Je signale simplement que le mois prochain, eh bien, ce sera beaucoup plus féminin. Et nous aurons Madame Michèle Clément qui nous parlera des femmes et des livres au XVIe siècle.